Et si je te disais qu'un jeune homme frêle, timide et souvent malade allait devenir le maître du plus grand empire du monde? Qu'il allait transformer une république en ruine, déchirée par les guerres civiles, en un empire puissant et prospère? Cet homme, c'est Auguste, le premier empereur de Rome. Mais derrière le nom glorieux, qui se cachait vraiment? Un visionnaire génial prêt à tout pour sauver Rome, ou un manipulateur rusé, prêt à écraser quiconque se mettrait sur son chemin? Prépare-toi, car son histoire est une véritable épopée, celle d'un jeune héritier qui, dans un monde de trahison et de sang, a su imposer la paix par l'intelligence, la stratégie et la patience. Bienvenue sur la chaîne. Ici, on explore les destins incroyables de ceux qui ont façonné l'histoire à rois, reines, conquérants ou rebelles tous unis par une même flamme, celle de laisser une trace éternelle. Alors avant de plonger dans le passé, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et faire vivre l'histoire ensemble. Et surtout, à la fin, dis-moi en commentaire, Auguste, selon toi, était-il un héros visionnaire, ou un dictateur habile? Aujourd'hui, direction la Rome antique, une cité en crise, des ambitions déchaînées, et un jeune homme destiné à changer le monde. Voici l'histoire d'Octave, devenu Auguste, celui qui a bâti un empire éternel et marqué à jamais la légende de Rome. Origine et enfance, les premiers pas d'un empereur. Avant de devenir le premier empereur de Rome, Auguste s'appelait simplement Caius Octavius Turinus. Il naît un jour de septembre, en l'an 63 avant Jésus-Christ, dans une famille noble, mais pas impériale. Pas encore. Sa mère, Atia, était la nièce du grand Jules César, un lien qui allait changer son destin. Quant à son père, Octavius, il était un sénateur respecté, mais sans la puissance ni la gloire de César. Dès son enfance, Octave se distingue par sa discipline, son calme et sa volonté de faire. Ce n'était pas un enfant robuste, souvent malade, fragile même, il ne brillait pas sur les champs de bataille, mais dans les études. À la différence des jeunes Romains qui rêvaient de conquête, lui préférait les lettres, la philosophie et la stratégie. Un esprit réfléchi, observateur, presque silencieux, mais derrière ce silence, se cachait une intelligence redoutable. Ses professeurs disaient qu'il avait la sagesse d'un vieil homme dans le corps d'un adolescent. Et très tôt, il comprend une chose, le pouvoir, ce n'est pas la force. C'est la maîtrise. En grandissant, il se rapproche de son grand-oncle, Jules César, alors au sommet de sa gloire. César remarque en lui quelque chose d'unique, un calme stratégique, une patience rare dans un monde d'ambitieux. Lors d'une campagne militaire, malgré sa santé fragile, Octave suit César en Espagne, prouvant sa loyauté et son courage. Il ne manie pas l'épée comme un soldat, mais il observe, écoute, et apprend à manier les hommes et les situations. Et cette loyauté, César ne l'oubliera pas. En secret, il le mentionne dans son testament comme fils adoptif et héritier. Personne ne s'y attend. Ni les sénateurs, ni les généraux, ni même Octave lui-même. Imagine, tu as à peine 19 ans, et du jour au lendemain, on te dit que tu hérites de l'homme le plus puissant du monde. Une bénédiction? Ou une malédiction? Mais ce cadeau du destin arrive dans le chaos. En 44 avenue Jésus-Christ, Jules César est assassiné. Rome s'enflamme. Les trahisons se multiplient. Le pouvoir vacille. Et au milieu de cette tempête, un jeune homme à la santé fragile doit choisir, fuir ou agir. Contre toute attente, Octave choisit d'agir. Il n'a ni armée, ni fortune, ni expérience. Mais il a un nom, celui de César, et une volonté de faire. Il quitte sa maison, rassemble quelques alliés fidèles, et fait ce qu'aucun autre n'aurait osé, revendiquer son héritage. C'est le début d'un destin extraordinaire. Car sous les traits de ce jeune homme réservé se cache le futur maître du monde romain. L'enfant fragile d'hier s'apprête à affronter les monstres politiques de son époque, Marc-Antoine, Lépide, le Sénat, et bien d'autres. Ce n'est plus un étudiant sage, c'est un stratège né, prêt à transformer la mort de son oncle en tremplin vers le trône. Et c'est là que commence le véritable chemin vers le pouvoir, un jeu dangereux où la ruse vaut plus que le courage, et où un simple geste peut décider du sort d'un empire. Le chemin vers le pouvoir, l'héritier devenu maître de Rome. Nous sommes en 44 avant Jésus-Christ. Rome est en flammes pas à cause d'un incendie, mais d'une guerre invisible, celle du pouvoir. Jules César vient d'être assassiné au Sénat, poignardé par ceux qu'il croyait être ses amis. Le monde romain s'effondre, et son héritage devient un champ de bataille. Et au milieu de ce chaos, un jeune homme de 19 ans, frêle et inconnu, s'avance calmement vers son destin, Caius Octavius, désormais Octave,
l'héritier officiel de César. Quand la nouvelle de la mort de César atteint Octave, il n'est pas à Rome. Mais sans hésiter, il rentre. Beaucoup lui conseillent de fuir. Après tout, les assassins de César sont puissants, armés, et prêts à tout. Mais Octave refuse. Il sait que le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Dès son retour, il fait un geste audacieux, il accepte publiquement l'héritage de César, son nom, sa fortune, et surtout, son prestige. Désormais, il s'appelle Caius Julius Caesar Octavianus. Ce simple changement de nom fait trembler Rome, le fils de César est de retour. Mais il n'est pas seul sur l'échiquier. Face à lui se dresse Marc-Antoine, l'ancien bras droit de César, un soldat charismatique, brutal, adoré des légions. Antoine se moque de ce jeune garçon qu'il considère comme un enfant sans expérience. Grave erreur. Octave ne cherche pas la confrontation directe. Il choisit la ruse politique. Plutôt que d'affronter Antoine sur le champ de bataille, il gagne le cœur du peuple et le soutien du Sénat, en se présentant comme le jeune héritier légitime, calme, rationnel et porteur de paix. Pendant qu'Antoine s'enflamme dans les discours, Octave agit dans l'ombre. Il recrute discrètement des soldats, payés avec la fortune héritée de César. En quelques mois, il se construit une armée. Pas la plus grande, mais la plus loyale. Puis, tout s'accélère. La tension entre Antoine et Octave explose, c'est la guerre civile. Mais contre toute attente, Octave ne cherche pas la victoire totale. Il comprend que la guerre détruit toujours ceux qui la gagnent. Alors, il choisit une autre voie, l'alliance. En 43 avenue Jésus-Christ, il forme avec Marc-Antoine et Lépide ce qu'on appellera le second triumvirat. 3 hommes au sommet de Rome, unis par un accord fragile, se partageaient le pouvoir et vengeaient César. Mais derrière les sourires politiques, Octave tisse lentement sa toile. Toile d'araignée. Tandis qu'Antoine s'enivre de gloire et de luxe en Égypte auprès de Cléopâtre, Octave reste à Rome, travaille sans relâche, contrôle le Sénat, la population et les finances. Il sème des graines de doute, Antoine n'est plus un Romain, c'est un esclave de la reine d'Égypte. Et petit à petit, le peuple se retourne. En 31 avenue Jésus-Christ, tout se joue. La guerre entre Antoine et Octave éclate, la bataille d'Actium. Antoine, amoureux et distrait, affronte Octave sur mer. Mais Octave n'est pas un grand soldat, il est un stratège. Grâce à son général Agrippa, il remporte une victoire totale. Cléopâtre et Antoine fuient, puis se suicident. Et Rome acclame son nouveau maître. Octave a gagné. Sans jamais crier, sans jamais se précipiter, il a vaincu tous ses rivaux non pas par la force brute, mais par la patience, la ruse et la maîtrise de l'image. Quand il rentre à Rome, il ne se proclame pas dictateur. Non. Il se présente comme le restaurateur de la République. Mais en réalité, il en contrôle chaque rouage. En 27 avenue Jésus-Christ, le Sénat lui donne un nouveau titre. Auguste le Vénérable, le Sacré. Ce jour-là, l'Empire romain naît. Sous les applaudissements du peuple, un nouvel âge commence. Celui de la Pax Romana, la épée romaine qui durera 2 siècles. Et tout cela, grâce à un homme qui, jadis, n'avait ni muscle ni épée, mais une volonté et une intelligence à toute épreuve. Grandes actions et décisions, l'architecte de l'Empire romain. Rome acclame son nouveau maître. Mais Auguste ne se présente pas comme un conquérant, plutôt comme un sauveur. Il ne veut pas seulement régner, il veut reconstruire. Et ce qu'il va bâtir dépasse tout ce que Rome avait connu. Dès son arrivée au pouvoir, Auguste comprend une vérité fondamentale. La puissance ne se maintient pas avec la peur, mais avec la stabilité. Alors, il entreprend de refonder Rome de fond en comble. Il commence par réorganiser le gouvernement. Fini les querelles du Sénat et les coups d'état des généraux. Auguste crée un système où tout semble républicain, mais où tout dépend de lui. Il garde l'apparence de la démocratie, mais détient les clés du pouvoir. Un véritable génie politique. Pour apaiser les tensions, il partage le pouvoir avec le Sénat, du moins en apparence. Il refuse les titres de roi ou de dictateur, mais le Sénat, émerveillé, lui offre le titre des Imperator Caesar Divi Filius Augustus ou Auguste, fils du dieu César. Et Rome, épuisé par un siècle de guerre, le voit comme un messie politique. Puis vient son œuvre la plus grandiose, la reconstruction de Rome. J'ai trouvé Rome en briques, je la laisse en marbre, dira-t-il plus tard. Sous son règne, la capitale devient une ville de pierre blanche, de temples, de forums,
de ponts et de monuments majestueux. Le forum d'Auguste, le Panthéon, le mausolée d'Auguste, autant de symboles de sa gloire éternelle. Mais Auguste ne pense pas qu'à la beauté, il pense à la paix. Il crée un réseau routier colossal reliant toutes les provinces de l'Empire. Les légions, autrefois dispersées, sont désormais disciplinées, organisées et loyales à Rome, non à un homme. Il fonde aussi la garde prétorienne, une unité d'élite chargée de protéger l'empereur lui-même, une innovation qui marquera les siècles. Auguste pense aussi au peuple. Il met en place des réformes économiques et sociales inédites. Il distribue des terres aux vétérans pour éviter les révoltes. Il relance le commerce en sécurisant la Méditerranée contre les pirates. Il crée un impôt équitable et une administration efficace. Il favorise les arts, la littérature et la philosophie. Sous son règne, Rome devient le centre du monde, une ville où tout converge, or, savoir, culture et pouvoir. Les poètes comme Virgile, Horace et Ovide glorifient Auguste dans leurs œuvres. Lui-même comprend la force des mots et des symboles, il façonne son image de père de la nation, protecteur des traditions et gardien des dieux. La propagande romaine naît sous ses ordres subtils, brillante, efficace. Mais même les dieux ont leurs ombres. Derrière la gloire se cachent aussi les erreurs et les drames. Auguste voulait que sa famille soit un modèle de vertu, mais le destin en décide autrement. Son ami et général fidèle Agrippa meurt trop tôt. Sa fille unique, Julie, le déçoit par ses scandales amoureux et politiques. Son neveu Marcellus, son héritier favori, meurt jeune. Les successions deviennent un cauchemar, plongeant le palais dans les intrigues et les deuils. Et malgré son désir de paix, Auguste ne renonce jamais totalement au contrôle. Il surveille tout, le Sénat, le peuple, les armées, même les poètes. Ce n'est plus un simple dirigeant, c'est le centre de l'univers romain. Pourtant, personne ne peut nier son œuvre. En 40 ans de règne, Auguste transforme Rome d'une république fragile en un empire solide, prospère et respecté. Les frontières s'étendent, la culture rayonne, et la Pax Romana s'installe, 2 siècles de paix relative. À sa mort, en l'an 14 après Jésus-Christ, le monde entier pleure l'homme qui avait su donner un visage humain à la puissance. Rome, pour la première fois depuis des générations, était unie. Et dans le cœur du peuple, Auguste n'était plus seulement un empereur. Il était devenu une légende. Qualité et défaut, le visage humain d'un empereur. Auguste, empereur, stratège, bâtisseur. Mais avant tout, un homme. Et comme tous les hommes de pouvoir, il portait en lui 2 visages, celui de la lumière et celui de l'ombre. Commençons par ce qui faisait sa grandeur. Auguste possédait une intelligence rare, presque instinctive. Il ne parlait jamais sans réfléchir, ne décidait jamais sans calculer. On disait de lui qu'il préférait perdre un jour pour gagner un siècle. Cette patience, cette capacité à attendre le bon moment, c'est ce qui a fait de lui un stratège hors pair. Mais son génie n'était pas seulement politique, il était aussi psychologique. Auguste comprenait les hommes, il savait comment les séduire, comment les rassurer, comment les faire obéir sans qu'ils s'en rendent compte. Il n'imposait pas la peur, il imposait la confiance. Et c'est là, sans doute, son plus grand pouvoir. Auguste était aussi un visionnaire. Là où les autres ne voyaient que des ruines, lui voyait un empire. Il a bâti non seulement des monuments, mais une identité romaine. Il croyait en la mission divine de Rome, celle d'apporter la paix et l'ordre au monde. Il incarnait la discipline, la rigueur et la modération. Pas d'excès, pas de folie. Même au sommet, il restait sobre, méthodique, concentré. Il dormait peu, travaillait sans relâche, et exigeait de lui-même autant que de ses proches. Un empereur, oui, mais avant tout un serviteur du devoir. Auguste avait aussi le sens de la communication. Bien avant les réseaux sociaux, il avait compris le pouvoir de l'image. Chaque statue, chaque inscription, chaque discours était minutieusement pensé pour façonner sa légende. Il savait que le peuple devait voir en lui non pas un homme, mais un symbole. Mais derrière la gloire, il y avait l'ombre. Car pour bâtir un empire, Auguste a souvent dû sacrifier l'humain au nom du pouvoir. Au début de son règne, il a éliminé ses rivaux politiques sans pitié. Des proscrits exécutés, des familles ruinées, la stabilité avait un prix. Sous son apparente douceur, il pouvait être impitoyable. Le calme dans sa voix cachait souvent la menace d'une lame silencieuse. Son besoin de tout contrôler était presque maladif. Auguste ne supportait ni la désobéissance, ni la trahison, même dans sa propre famille.
Sa fille Julie, coupable d'adultère, fut exilée et privée de tout. Son petit-fils Agrippa Postumus, jugé dangereux, fut écarté du pouvoir. Derrière le père aimant se cachait un dirigeant qui ne pardonnait jamais. Il se voulait un modèle de vertu, mais cette obsession l'a parfois rendu hypocrite. Il prônait la morale, la fidélité, la piété, alors que sa propre ascension reposait sur la manipulation et le mensonge politique. Il prétendait restaurer la République, tout en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains. Et puis, il y avait l'orgueil. Auguste voulait que tout Rome se souvienne de lui. Il n'acceptait pas l'idée d'être un simple maillon de l'histoire, il voulait en être le sommet. Cette ambition démesurée, bien que brillante, le rendait parfois froid et distant, enfermé dans son rôle d'empereur divin. Pourtant, malgré ses failles, Auguste reste profondément humain. Un homme qui, derrière la couronne, a connu la solitude du pouvoir, la douleur des pertes, et le poids des décisions irréversibles. Il n'était ni ange, ni démon. Juste un être humain qui a compris que pour survivre dans un monde de lions, il fallait parfois rugir plus fort qu'eux. Auguste fut à la fois le fondateur d'un âge d'or et le premier architecte d'une dictature durable. Mais c'est cette dualité de sagesse et ambition, paix et contrôle, grandeur et rigueur qui fait de lui l'un des dirigeants les plus fascinants de l'histoire. Et c'est sans doute pour cela qu'après 2000 ans, le nom d'Auguste résonne encore. Comme celui de l'homme qui fit de Rome une éternité. Héritage, l'ombre éternelle d'Auguste. Le 19 août de l'an 14 après Jésus-Christ, Rome s'arrête. Les rues sont silencieuses, les marchés fermés, les soldats immobiles. Celui que tous appelaient le père de la patrie vient de mourir. Auguste, le premier empereur de Rome, quitte ce monde à l'âge de 75 ans. Mais en réalité, il ne meurt pas vraiment. Car l'héritage d'Auguste, lui, ne s'éteindra jamais. D'abord, il laisse un empire stable et solide, bâti sur des fondations qu'il a lui-même dessinées. Là où d'autres régnaient pour eux-mêmes, Auguste a régné pour la durée. Pendant plus de 2 siècles, son système l'Empire romain tiendra debout, traversant les générations, les crises et les guerres. Sous son autorité, Rome est devenue le cœur battant du monde antique. Des routes s'étendent jusqu'au désert d'Afrique, aux montagnes d'Espagne, aux rivages de la Gaule et de la Grèce. Des aqueducs amènent l'eau, des amphithéâtres font vibrer le peuple, des temples glorifient les dieux. Rome n'est plus une ville, c'est une civilisation. Et au centre de cette civilisation, Auguste a inscrit son nom. Même après sa mort, les empereurs suivants Tibère, Néron, Trajan, Hadrien porteront le titre des Augustes en hommage à lui. Un nom devenu synonyme de grandeur et d'autorité. Mais son héritage n'est pas seulement politique. C'est aussi culturel et spirituel. Sous son règne, la littérature romaine atteint son âge d'or. Virgile écrit l'Énéide, l'épopée qui glorifie Rome et le destin d'Auguste. Horace, Ovide, Tite-Live, tous chantent la paix retrouvée et la renaissance de la cité éternelle. Auguste a compris que les mots peuvent durer plus longtemps que les batailles. Il n'a pas seulement bâti des murs, il a bâti une mémoire collective. Son sens de l'ordre, de la discipline et de la beauté inspirera plus tard les empereurs byzantins, les rois de France, les empereurs du Saint-Empire, et même Napoléon Bonaparte. Chacun d'eux, à sa manière, tentera de reproduire ce que le premier empereur avait accompli, l'équilibre entre puissance et stabilité. Mais tout héritage a son paradoxe. En fondant la paix romaine, Auguste a aussi ouvert la voie à la concentration absolue du pouvoir. La République, qu'il prétendait restaurer, ne se relèvera jamais. Derrière la façade du Sauveur, il a établi un modèle impérial où un seul homme décida du destin de millions d'âmes. Et pourtant, peut-on lui en vouloir? Rome voulait la paix. Il la lui a donnée. Même si cela signifiait échanger la liberté contre la sécurité. Aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, son empreinte est partout. Dans nos langues, nos lois, nos villes. Le mois d'août porte son nom, Augustus. Et son message, lui, traverse le temps. La vraie grandeur ne vient pas de la force, mais de la vision. Auguste a compris avant tout que le pouvoir véritable, c'est celui qui dure. Et grâce à lui, Rome ne fut pas seulement une puissance, elle devint une idée éternelle. Conclusion plus appel à l'action. 2000 ans ont passé, et pourtant, le nom d'Auguste résonne encore. Il n'est plus là, mais son œuvre vit à travers les siècles, dans les pierres de Rome, dans nos lois, dans notre culture. Il avait compris une vérité que peu d'hommes découvrent. La véritable puissance ne se mesure pas au nombre de batailles gagnées, mais à ce qui survit après nous.
Auguste n'était pas seulement un empereur. C'était un stratège, un bâtisseur, un visionnaire. Il a transformé un monde déchiré par les guerres civiles en un empire stable, prospère et admiré. Mais ce prix de la paix, c'était la liberté. Et c'est là tout le paradoxe de son héritage. Fallait-il un maître pour sauver Rome? Fallait-il un empereur pour garantir la paix? Sa vie nous pose une question universelle. Sommes-nous prêts à sacrifier un peu de liberté pour vivre dans l'ordre et la stabilité? C'est un dilemme qui traverse les siècles, du temps d'Auguste, jusqu'à nous. Aujourd'hui encore, on le cite, on le juge, on l'admire. Mais qu'on l'aime ou qu'on le critique, Auguste a prouvé qu'un seul homme, avec une vision claire, peut changer le destin d'un monde entier. Alors, toi qui regardes cette vidéo, si tu avais le pouvoir de bâtir ton propre empire, un empire d'idées, de valeurs ou de rêves, que ferais-tu? Ferais-tu régner la paix, comme Auguste? Ou défendrais-tu la liberté, comme les anciens républicains? Si cette histoire t'a inspiré, mets un gros like pour soutenir la chaîne. Abonne-toi pour ne rien rater des prochaines légendes de l'histoire. Et partage cette vidéo à ceux qui croient encore que la vision peut changer le monde. Et dis-moi en commentaire. Auguste, selon toi, héros éclairé, ou tyran déguisé? Parce qu'au fond, l'histoire ne meurt jamais. Elle renaît à chaque fois qu'on en parle.